Bienvenue dans le débat de France 24. C'est le classement scruté tous les 3 ans par les professionnels de l'enseignement, mais aussi de plus en plus de parents inquiets. PISA, l'enquête de l'OCDE qui évalue les compétences en sciences notamment des élèves de 15 ans dans plus de 70 pays. Et pour la France, pas de miracle, c'est toujours le milieu du classement. Illustration en images. Un 4e groupe, Abdelkrim Emric. Aujourd'hui, pour les 3e, 2 professeurs dans la même classe. Vous allez mettre une croix dans responsabilité pénale. L'enseignement moral et civique par petits groupes. Et dans ce collège d'Argenteuil, les élèves étudient la notion de responsabilité sous l'autorité d'un duo. 1 heure par semaine à 2 et une classe devenue moins turbulente, plus impliquée selon les enseignants. Ah bon, d'accord. Alors... Les élèves nous semblent plus disponibles, nous semblent plus détendus parce que l'atmosphère est aussi plus détendue quand on est 2, parce que finalement dans cette, il y a une répartition des tâches qui se fait et qui rend le travail beaucoup plus fluide. Ah oui. Une petite révolution dans l'enseignement plutôt appréciée par les élèves. Moi, j'ai pas tout compris. Même s'ils sont parfois déstabilisés. Quand il y a deux professeurs, c'est un peu pas bien parce que quand on demande quelque chose à un professeur, il dit quelque chose que l'autre professeur dira le contraire. Mais les résultats sont là. Au collège Paul Vaillant-Couturier, 68% de réussite au brevet des collèges en 2012, 90% l'an dernier. Dans cet établissement prioritaire, 7 x 8. qui bénéficie de moyens supplémentaires, tout commence dès la 6e. Des demi-classes, 12 élèves, pour l'aide personnalisée, où l'on peut repasser ses tables de multiplication en toute sérénité. 6 fois combien égale 12. Voilà. Je trouve que ça m'aide plus que les autres parce que dans les autres, on a plus de mal à poser des questions parce qu'on a peur que les autres se moquent de nous. J'avais des 13 avant en maths ou des 14, et maintenant j'ai des 16, des 17, des trucs comme ça. 10 élèves qui ont entre 15 et 17 de moyenne générale. Comme dans tous les conseils de classe en cette fin d'année, l'équipe enseignante distribue félicitations et avertissements. Ici, les redoublements diminuent et les moyennes augmentent. Une bienveillance exigeante que les parents apprécient. On a le conseiller d'éducation, il y a l'approviseur qui s'investit pour chaque cas particulier des élèves ou dès qu'il y a un avertissement de travail ou de conduite, l'élève est pris en charge. Aujourd'hui, près des 2 tiers des élèves de ce collège passent en seconde générale. Il n'était que 50% il y a 4 ans. Voilà, on en débat justement avec à mes côtés Nathalie Mons, présidente du Conseil national d'évaluation du système scolaire. Également avec nous Sylvie Bonnet, présidente de l'Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques. Marie-Estelle Pêche, vous êtes journaliste éducation au Figaro. Et Jean-Rémy Girard, vice-président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Et vous êtes notamment à l'auteur de ce livre paru en novembre, Permettre à tous de réussir. Le syndicat. Le syndicat, bien sûr, collectivement. Un mot peut-être sur le classement d'ensemble. Sylvie Bonnet, la baisse est généralisée au sein de l'OCDE. Seuls le Portugal et Israël progressent. Et l'OCDE fait l'hypothèse, alors je cite, un développement très important des sciences et des technologies au cours des 10 dernières années, auquel les systèmes éducatifs dans leur ensemble, et c'est donc le propre de quasiment tous les pays testés, ne sont pas suffisamment adaptés. Ça oui, on peut le dire, mais... Le problème en France, c'est que l'éducation, enfin l'enseignement des sciences chez les jeunes enfants est pris en charge par des professeurs qui ne sont pas suffisamment formés, pas suffisamment imprégnés et qui manquent de recul par rapport aux disciplines enseignées. C'est un problème de niveau, pour qu'on comprenne bien? C'est plus un problème de formation initiale et aussi de paradigme de la formation. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans un paradigme... Juste pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que les enseignants manquent de connaissances ou de capacités d'enseignement, de pédagogie, de méthode d'une certaine manière? Les deux, les deux. Et je pense qu'il ne faut pas incriminer les enseignants. Les enseignants, ils obéissent, ils appliquent des programmes qui sont mis en place par l'institution et ils reçoivent une formation tant pour ce qui est des contenus que pour ce qui est de la pédagogie, qui est aussi le fait de l'institution. Donc, ils sont des rouages dans la machine. Et là où ça marche bien, c'est là où les enseignants apportent un plus personnel, un goût particulier pour les sciences, une formation initiale renforcée en sciences, mais ce n'est pas l'institution qui leur a donné les moyens de faire ça. Marie-Estelle Pêche, le programme est en retard finalement sur le monde dans lequel on vit et les besoins de l'économie des nouvelles technologies?
Ce qu'on sait, en tout cas, pour poursuivre un peu sur ce que disait Sylvie Bonnet, c'est que 75%, voire un petit peu plus, des enseignants de primaire aujourd'hui sont issus de filières littéraires. Et on sait que lorsqu'ils sont face à un élève en difficulté, ils sont plus angoissés que les enseignants des autres pays pour remédier à ces difficultés. Donc là, on a vraiment un problème d'attraction des sciences, en fait, dans notre pays. On n'est pas les seuls à avoir ce problème. C'est un problème qui touche beaucoup d'autres pays développés. Mais on a un problème d'attractivité des sciences. C'est du début à la fin du système. Le CAPES de maths, par exemple, on a du mal à recruter des enseignants au niveau du CAPES de maths. Et quand on recrute des enseignants, ce ne sont pas les meilleurs qui vont se diriger vers les carrières de l'enseignement. Après, est-ce que ce qui est certain, c'est que tous ces pays qui sont très développés économiquement et qui sont en haut du classement de PISA, c'est-à-dire Singapour, Hong Kong, etc., ont mis le paquet sur les sciences. Ils ont, par exemple, en 1997, à Singapour, on décide de payer les enseignants au même niveau que des ingénieurs. Et du coup, on arrive évidemment à attirer les meilleurs étudiants, c'est-à-dire le premier tiers des étudiants de sciences vont se diriger vers l'enseignement. Ça, c'est une de leurs réformes. Il y en a beaucoup d'autres encore sur l'autonomie des établissements, qui est beaucoup plus important dans ce pays qu'il ne l'est chez nous. Oui. Et puis, on a aussi une mentalité évidemment très différente dans ces pays asiatiques qui sont en haut du classement par rapport à chez nous. Il y a le culte du maître qui est très important. Vous dire que l'autorité n'est pas la même ? Il y a une autorité, un respect très important pour le maître, qui est lié à cette culture confucéenne. On a aussi un respect très fort vis-à-vis des personnes âgées, etc., dans l'ensemble de ces pays qui sont très divers, mais on peut quand même... L'uniforme aussi, plus souvent de rigueur, hein. Alors l'uniforme, oui, peut-être. C'est aussi quelque chose qui est assez commun dans les pays anglo-saxons, mais on voit que les États-Unis ne sont pas forcément si bien classés que ça. Donc je ne pense pas que l'uniforme, ce soit la solution forcément idéale à tous ces problèmes. Alors on reviendra sur les cas des autres pays, mais plus spécifiquement sur les sciences, Nathalie Mons. L'étude PISA semble montrer une corrélation entre la performance des élèves en sciences et leur aspiration à exercer une profession scientifique. Autrement dit, quand on souhaite plus tard exercer une profession dans le domaine des sciences, on est souvent meilleur à l'école en sciences. Ça semble assez logique. Toujours est-il que c'est en France qu'on a le plus de difficultés en la matière. Et d'ailleurs, PISA relève que seuls 8% des élèves en difficulté disent vouloir embrasser une carrière scientifique. On est très en dessous de la moyenne de l'OCDE. C'est inquiétant pour l'avenir. Ça veut dire que finalement, il y a un risque aujourd'hui en France d'intéresser moins les élèves à vocation scientifique ? C'est-à-dire que la relation, elle est peut-être dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui se sentent en difficulté dans les matières scientifiques, qui du coup aspirent moins à aller vers ces métiers-là. Mais pour reprendre votre interrogation sur les liens entre ces systèmes éducatifs et puis le développement de ces matières scientifiques, le Conseil national d'évaluation du système scolaire a souhaité regarder quels étaient les pays qui étaient en tête de ces classements sur les sciences et puis les maths. Et ce qu'il est vraiment apparu tout à fait commun à ces pays, qu'on parle des pays asiatiques ou même par exemple de la Finlande, donc des pays finalement très différents. Qui a baissé au classement. C'est vraiment d'avoir un système éducatif qui est très orienté vers l'économie de la connaissance, c'est-à-dire aussi vers la créativité, vers l'innovation, vers la recherche et développement. Et du coup, je dirais que les programmes scolaires visent aussi ça. À quoi ? À développer la curiosité ? À développer la curiosité, à être dans une posture de résolution de problèmes et non pas dans une posture d'apprentissage. C'est moins le par cœur finalement et plus le bon sens, le raisonnement. C'est clairement. Alors, PISA dit exactement le contraire. Oui. PISA dit au contraire qu'il ne faut pas débattre des sciences et qu'il ne faut pas s'amuser à faire des expériences tout le temps, et dit au contraire qu'il faut que le maître transmette un savoir de façon explicite. C'est exactement ça, en fait, l'enseignement de PISA. Et ces pays sont beaucoup aussi, alors peut-être pas dans le par cœur, effectivement, mais dans la limitation des anciens, qui est une forme de par cœur quand même. Aujourd'hui, c'est des pays qui ont énormément évolué et qui arrivent à la fois vraiment à être sur une logique de résolution de problèmes, tout en faisant évidemment pratiquer, mémoriser, apprendre des tables de multiplication par corne, etc. Alors, de qui parle-t-on concrètement, Singapour, Hong Kong, Japon, Taïwan, l'Estonie, tiens. Que vient faire l'Estonie ? Est-ce qu'on s'est intéressé au modèle estonien ici en France ? C'est l'invité surprise. Non, c'est... Ce qu'il faudrait surtout dire à propos de PISA, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de comparer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a des pays, des sociétés qui sont
extrêmement différentes. Marie-Estelle Pêche parlait effectivement de la mentalité des pays asiatiques. Je ne vois pas qu'on puisse importer ça en France du jour au lendemain. À un moment, je pense qu'il faut qu'on trouve les solutions pour le modèle français, et je ne suis pas certain que c'est en allant regarder ce qui se passe à Singapour, qui est quand même un tout petit, ou même en Finlande. Enfin, la Chine a de très bons résultats, et là on est dans quelque chose de très grand pour le coup. Mais la Chine n'est pas évaluée dans PISA. Non, la Chine n'est pas évaluée dans PISA. On évalue Shanghai, on évalue Hong Kong, on évalue des morceaux de la Chine. On n'évalue pas la Chine. Donc, à partir de là, je crois qu'il faut surtout qu'on trouve une solution propre à notre modèle, à notre fonctionnement. Ceci dit, il y a tout de même vraiment des éléments qui sont communs. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le niveau d'investissement dans la formation continue des enseignants, que ce soit dans les pays asiatiques, que ce soit en Finlande, que ce soit aussi en Angleterre, qui est aussi bien placé maintenant, que ce soit en Allemagne, que nous, le Royaume-Uni est mieux placé que la France. On peut difficilement faire moins que chez nous, c'est clair. La formation initiale aussi. On parle de Singapour, certes, ce n'est qu'une petite île de 5,5 millions d'habitants, c'est difficile de se comparer à elle, mais il n'empêche que les enseignants ont 2 ans de formation initiale payés par l'État, intégralement pris en charge, etc. Tout ça... Donc on n'est pas sur les mêmes niveaux de formation. Jean-Rémy Girard, vous nous disiez, quand on regarde finalement ce que dit PISA en accompagnement du classement, finalement, c'est qu'on privilégie plutôt les cours magistraux par opposition... C'est pas les cours magistraux en tant que tels. C'est effectivement qu'à un moment, il faut transmettre des connaissances de façon explicite. Pas forcément pyramidale, mais les mathématiques, les sciences, c'est des disciplines accumulatives. On ne peut pas construire sur rien. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais je voudrais quand même véritablement revenir sur le fait que, Marie-Estelle Pêche a tout à fait raison, une fois encore, en France, on commence à 1,2 SMIC, dans des endroits pas forcément extrêmement réjouissants. Ça, ce ne sont pas des conditions que partagent la plupart des pays qui sont en tête du classement PISA. Et c'est le problème de ces classements internationaux. Il y a un problème de valorisation du corps enseignant. Évidemment, mais c'est le problème de ces classements internationaux, c'est qu'ensuite on se retrouve à prendre un petit morceau ici ou un petit morceau là et dire « Ah, ça y est, on a trouvé la solution. » Alors là, ça va être en Estonie, formidable. Et hop, on va pouvoir importer ça en France et ça va marcher. Et en fait, ça ne marche quasiment jamais. On peut parler du redoublement, par exemple. Le redoublement, effectivement, a baissé en France, comme on le démontre une fois de plus PISA, mais on s'est inspiré de la Finlande, par exemple. En Finlande, il y a très peu de redoublement. Mais ils mettent en place des SAS qui permettent aux élèves de compenser. Les élèves qui passent dans la classe supérieure sont pris en charge, en fait, dans leurs difficultés. Mais ça demande une capacité d'encadrement des élèves qui n'est pas possible dans une classe de 30 élèves. Nous, on a pris cette partie-là qui nous permet d'économiser des postes, donc c'est assez intéressant. Mais en revanche, toute cette partie de compensation du niveau des élèves, on l'a pas réellement mis en place encore. Donc en gros, on empêche le redoublement, mais on n'aide pas les élèves à revenir au niveau, d'une certaine manière, de leur classe d'âge. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la créativité, donc les capacités d'investigation et de créativité. En sciences, pour pouvoir faire preuve de créativité, il faut disposer d'outils de compréhension des problèmes déjà et de savoir-faire, de connaissances, comme disait Jean-Rémy Girard tout de suite. On ne peut pas demander aux enfants de réinventer les outils au fur et à mesure qui se trouvent devant les problèmes. Il faut quand même un bagage. Il faut un bagage, il faut une caisse à outils. Et cette caisse à outils, vous parlez, quand vous dites qu'il faut donner les connaissances de façon, vous avez dit, de façon pyramidale, il y a quelque chose d'un petit peu péjoratif. On va dire, ça veut dire tout le monde au cordeau et on écoute le maître et le petit doigt sur la couture du pantalon. Enfin, le par cœur, c'est un peu ce que ça veut dire quand même. Non, par cœur. Par cœur, c'est aussi avec cœur. Dire que, par exemple, on sait, et ça, on n'en tient pas assez compte justement dans la formation pédagogique. On sait que le cerveau humain peut traiter en parallèle 3 ou 4, ça dépend du câblage, donc 3 ou 4 informations de façon simultanée. Le cerveau masculin un peu moins, malheureusement. C'est souvent ce qu'on rigole. Donc, ça veut dire que devant une situation complexe, devant un problème, on va essayer d'utiliser ces ressources et on va mettre ensemble 3 ou 4 informations pour résoudre. On sait aussi que lorsque les informations sont structurées en connaissances bien installées dans le cerveau, ce n'est pas 3 informations que vous allez mettre ensemble, c'est 3 paquets d'informations déjà structurées. Ça veut dire que ce qu'on a appris par cœur, ça constitue des blocs d'informations qui peuvent être ensuite traités comme une information élémentaire. Et ça devient beaucoup plus puissant. Donc, par exemple, si dans un exercice, on est obligé de faire appel au résultat d'une multiplication
hein, tout bêtement. Si on est obligé de consacrer une bonne partie de ses ressources intellectuelles à chercher ce que c'est que le résultat de cette multiplication, on n'est plus en état d'utiliser ces neurones pour résoudre le problème. Donc il faut quand même des connaissances installées, des outils à la disposition des élèves, et ensuite on peut leur demander de faire preuve de créativité, pas avant. Ce qui est aussi intéressant et qu'on voyait très bien dans vos reportages et qui est commun justement à cet ensemble très différent de pays culturellement, donc on peut certainement aussi s'en inspirer, vos reportages montraient bien à la fois des classes plus limitées, mais aussi surtout d'autres modes de fonctionnement, de suivi des élèves. Et ça, on va retrouver finalement cette logique d'un enseignement plus individualisé dans l'ensemble de ces pays sous des formes complètement différentes. C'est-à-dire que aussi bien, par exemple, à Singapour qu'en Finlande, on va retrouver des enseignants qui peuvent être aidés, par exemple dans le primaire, par des enseignants ressources qui sont spécialistes des mathématiques. Et dès lors qu'on voit qu'il y a un enfant qui a des problèmes dans une classe, l'enseignant qui n'est pas toujours non plus spécialiste très développé, puisqu'on est en primaire, va être aidé par un collègue de façon à faire passer certaines difficultés aux élèves. On va retrouver aussi cet enseignement finalement différencié, mais dans le sens d'une coopération entre les élèves au Japon. Alors là, au contraire, on a des classes qui sont très nombreuses, mais les enseignants vont faire des petits groupes d'élèves avec des niveaux différents. Un élève faible, un élève moyen, un élève fort. Et par tutorat, entre pairs, les élèves vont s'aider les uns les autres. Donc, on voit bien qu'il y a tout un ensemble, en fait, finalement, de pédagogie qui permettent d'avancer. Alors, aujourd'hui, en France, c'est vrai que vos reportages font exception. C'est-à-dire qu'ils sont intéressants, mais les enseignants ne font pas ça dans toutes les classes pour la bonne et simple raison qu'il y a assez peu de formation à ces pédagogies individualisées. Et assez peu deux enseignants dans la même classe. Aussi. On va y revenir justement dans un instant, la France dans tout ça, et notamment les politiques mises en œuvre ici. Ce sera dans un instant, juste après une courte pause. Restez avec nous.